Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Je vais te poser quelques questions pour mieux comprendre ton activité et ses enjeux. Donc, du coup, tout d'abord, concernant ton parcours, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer d'où tu viens professionnellement parlant et pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler dans ce domaine? Yes, merci Justine et content de faire cette interview avec toi. Alors, après HEC, en fait, je suis parti dans le monde de la vente et dans le monde qu'on appelle le hard selling, donc la vente très dure, hein. On était face à des patrons d'entreprise, on avait très peu de temps pour signer des contrats et closer des deals avec eux, donc c'était très intéressant. Donc c'était un peu le grand écart avec ce qu'on voyait aux études, parce qu'on n'apprend pas nécessairement à négocier en face à face. Donc, ça a été une très, très belle expérience pour moi. Je dis souvent que la vente a été une bien meilleure école que HEC, en tout cas au niveau de la gestion des émotions et toute une série d'éléments à dépasser, tout comme le rejet, la peur de l'autre, l'abandon, etc. Toute une série d'éléments psychologiques dont on a besoin dans la vente. Donc voilà, il y a eu un peu cet écart-là. Je vais dire des études traditionnelles avec HEC, plus cartésiennes, et puis grand écart avec la vente. Mais juste avant ça, donc en dernière année, lors de ma thèse, j'ai choisi de faire un mémoire sur le coaching d'équipe en entreprise. Euh, et on va voir qui finalement, je suis revenu à ce contenu de thèse par la suite dans mon job, dans ma fonction actuelle, parce que ça m'a interpellé en fait. Je me dis, mais attends, on peut voir les choses complètement différemment, on peut avoir des angles de vue qui permettent de changer sa vie tant personnelle que professionnelle. Et donc, je me suis lancé dans cette thèse, ce qui était aussi un grand écart un peu par rapport à ce qu'on voyait, c'était en 2002, ça remonte quand même. Et donc, j'ai appris plein de choses et on en discutera au fur et à mesure de cette interview. Donc, on va dire, voilà, thèse, coaching, et puis vente, et puis de cette notion de hard selling, je me rendais compte que on était vraiment dans un monde de vente qui était vendre pour vendre. Donc, on avait je veux dire, très peu de valeur, en fait, hein. Le but, c'était de faire du chiffre, de ramener du marché. Alors, on était très, très bien formé au niveau technique de vente, tactique d'achat, etc. Donc, c'était hyper puissant comme approche. Donc, on gagnait très, très bien notre vie. On était sur la Belgique, la France et le Luxembourg, notamment dans les différentes sociétés dans lesquelles je suis passé. Et au fur et à mesure que, que, que j'avançais en fait dans ces systèmes de vente, on avait de très grandes performances, mais en même temps, intérieurement, je ne me sentais pas au top. Je sentais que intérieurement, ça, plus j'avançais, plus j'avais même des douleurs corporelles. En fait. Je me rendais compte qu'il y avait comme si mes actes et mon âme n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Euh, et un jour, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, j'en ai marre. Ça ne peut plus durer comme ça. Je n'ai plus envie de souffrir intérieurement, alors que extérieurement, ça avait l'air de très très bien fonctionner. Et c'est là que j'ai lancé à l'époque en 2013 Âme de la vente euh, et les dauphins de la vente notamment. Je vais un peu expliquer ce que j'entends par là. Et Âme de la vente, l'idée était vraiment en 2013, l'idée était vraiment de faire un lien très fort, très profond entre d'un côté des techniques de vente, du développement commercial de l'entrepreneur, des entreprises, et du développement personnel. Donc faire un lien entre les deux approches, parce que je remarquais que dans le monde de l'entreprise, soit on avait un axe, soit on avait l'autre. Et mon intention à l'époque était vraiment de faire ce lien puissant entre développement commercial et, euh, et développement et développement personnel, développement humain. Donc, c'était utiliser quelque part ces méthodes de requin, faire le contraire du dauphin, c'est le requin. Donc, c'est d'utiliser ces méthodes de requin en mode dauphin, donc avec des valeurs humaines fortes et durables. Parce que je partais vraiment du principe que si on a un produit en or, en fait, on se doit, désolé pour le bruit, hein, je suis dans un espace avec des gens qui passent, donc on se doit, quand on a un produit en or, on se doit vraiment
de faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour le vendre, pour en faire profiter les autres. Car j'aime dire que la vente, c'est vraiment partager l'amour qu'on a de ses produits, de son produit. Donc ça, c'est pour continuer de répondre à ta question, parce qu'elle est courte, mais en même temps, elle demande beaucoup peut-être d'ajustements. Donc ça, c'était une première étape, donc lancement de âme de la vente. Donc ce lien entre vente et développement personnel. Et au fur et à mesure que j'avançais, en fait, je me suis rendu compte que j'accompagnais tant les directions que les forces de vente. Cette technique, en fait, que moi-même j'avais éprouvée, me permettait de rentrer dans des grands groupes nationaux, internationaux. Donc, par exemple, Saint-Gobain, le groupe Total, l'Empiris, Porsche, par exemple, Mercedes, pour ne pas les citer. Donc, ça me permettait vraiment de pénétrer dans ces entreprises-là et d'y amener certaines valeurs. Donc, j'accompagnais la direction et les forces de vente. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ce qui m'a le plus excité, moi, c'était vraiment d'échanger avec les entrepreneurs, avec les chefs d'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, petit à petit. Je me suis un peu, je vais dire, détaché des forces de vente. En tout cas, je me suis focalisé sur le chef de l'entreprise, de la PME, le chef d'entreprise de la TPE, également des CEO de grands groupes, alors uniquement au niveau C-level, pour travailler sur cette notion de nouveaux paradigmes de la vente, mais également du développement spirituel. Donc, de voir comment l'entrepreneur, le chef d'entreprise, le CEO, développe toute sa spiritualité en même temps, et on y reviendra certainement, tout en même temps que le développement de son business. Donc, du développement commercial avec des stratégies de développement, des tips and tricks qui sont très puissants, des fois qui changent un petit détail, mais qui permettent à l'entreprise de se développer avec beaucoup plus de fluidité. Et en même temps, de voir comment le CEO, le chef d'entreprise, peut réellement se développer spirituellement dans son entreprise, mais qui a un impact tant dans son business, mais également à l'extérieur, dans son couple, dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans les relations avec ses enfants. Et donc, on pourrait dire que c'est une montée en puissance, quelque part, ce que je fais maintenant, ce que j'aime faire maintenant, ma passion maintenant, c'est de faire passer les CEO, les chefs d'entreprise à leur niveau suivant de puissance. Et pour moi, la spiritualité a toute sa place là-dedans pour faire en sorte justement de passer à ce niveau de puissance suivant, avec cette notion de sens. Petite parenthèse peut-être, quand je parle de spiritualité, je ne parle en rien de religion. Alors, personnellement, je n'appartiens à aucune religion. Je les respecte toutes. M'ont tout appris certaines choses. Moi, personnellement, je n'appartiens pas à des religions, ce qui n'empêche de pouvoir développer. C'est ça c'est-à-dire que je défends, mais en tout cas, que je commercialise dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette connexion à son âme, à son cœur, à ses tripes, sans pour autant faire partie de l'une ou l'autre religion. Tu as un peu t'as commencé à répondre à ma prochaine question, mais maintenant que tu es épanoui dans ton activité actuelle, quel est l'impact que tu penses avoir sur les patrons d'entreprise que tu accompagnes? Alors, c'est clair que par rapport à ce que je viens de te dire, avec cette notion de développement spirituel et développement commercial de l'entrepreneur, je remarque que déjà à la base, un peu la genèse, c'est que souvent les patrons viennent à moi un peu comme un appel d'âme, on pourrait dire. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas trop rationnellement, il y a un peu comme une attirance qui fait que voilà, on prend rendez-vous, on voit si c'est possible d'avancer ensemble, surtout si ça fait sens, dans un sens comme dans l'autre. Et j'aime dire que mes clients, en fait, sont puissants à la base. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de moi. Mes clients sont puissants, ils n'ont pas besoin de moi. Ils choisissent de faire un bout de chemin avec moi pour aller à leur niveau suivant de puissance, parce que le fait de le faire avec quelqu'un d'autre, c'est plus fun, c'est plus marrant, c'est plus, comment dire, c'est plus léger, c'est plus rapide. Donc, il y a déjà cette partie-là qui est pour moi important de mettre sur la table. Ensuite, c'est clair que l'impact, il se joue quand il y a une attente à ce niveau-là, en tout cas, et une prise de responsabilité à ce niveau-là. C'est notamment au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise, au niveau de maximiser, de vraiment optimiser l'outil, l'entreprise, le business qu'ils ont en main, et d'aller vers ce qu'est pour eux un business de rêve.
Donc, l'idée, ce n'est pas de vendre du rêve, mais en tout cas, ce n'est pas de se vendre à eux-mêmes du rêve. En tout cas, c'est de s'autoriser à voir la vie avec plus, d'intégrer, en tout cas dans leur vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, plus de joie, plus de paix, plus de sérénité euh, euh, et plus de puissance, en fait. Parce que j'aime dire que ma puissance à moi, c'est d'amplifier celle des autres. Et j'aime faire ça. Donc, il y a vraiment cette notion d'augmenter la puissance. Et puis l'impact, on parle de vente, de chiffre d'affaires, c'est quand même euh, mon background à la base. Hein. Je viens de la vente, je viens de la direction commerciale, donc j'aime les chiffres, j'aime le côté très cartésien. Et comme tu peux le remarquer, j'aime aussi ce côté très spirituel, on pourrait croire est antinomique, mais voilà, pour moi, les deux sont parfaitement liés. Et donc, pour continuer de répondre à ta question, il y a l'impact au niveau business. Ce que je remarque très souvent aussi, en fait, c'est que ces entrepreneurs qui font appel à moi, il y a vraiment cette envie d'améliorer leur relation familiale, leur relation de couple. Surtout, j'aime dire qu'un couple puissant égale un business puissant. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir un business qui fonctionne très, très bien, être très, très riche dans cette barre financière, on va dire, qui est importante, mais on peut être très, très pauvre dans les autres axes. Par exemple, le couple, la relation familiale, les relations avec les enfants, etc. Et donc, la vitalité. Donc, on va dire que ceux qui viennent chez moi, ceux que j'attire, ceux avec qui on bosse ensemble, ils aiment avoir de l'abondance dans les différents domaines de vie, en fait. Pour moi, l'abondance est holistique. Elle n'est pas uniquement dans un seul axe financier, qui est un axe hyper puissant et hyper enseignant, c'est-à-dire le fait de développer, d'avoir des objectifs commerciaux et de les atteindre. Ce n'est pas tellement le fait de les atteindre qui est intéressant, c'est qui on devient pour les atteindre. Donc, il y a ça qui fait grandir, mais voilà, c'est vraiment de développer l'abondance dans les autres sphères de vie. Je ne sais pas si je suis clair, si ça te... C'est parfait et c'est très joliment dit. Et du coup, selon toi, quel est le meilleur moment pour que les chefs d'entreprise fassent appel à tes services? Excellente question. Alors, ce que je remarque, je vais dire de manière expérientielle, de manière empirique, c'est que je vais travailler avec des patrons d'entreprise où la croissance est très forte. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne la croissance parce que, petite parenthèse, on dit par exemple que l'argent en fait est un amplificateur. Hein. Donc, le chiffre d'affaires, on va dire que c'est plus d'argent pour l'entreprise. Donc, l'argent est un amplificateur. Donc, c'est-à-dire que s'il y a de l'instabilité, l'argent va augmenter la stabilité. Euh, et par contre, il y a de la stabilité, l'argent va augmenter la stabilité. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la croissance s'accompagne, en fait. La croissance s'accompagne. C'est un élément qui demande d'être challengé aussi, d'être accompagné. Parce que le chef d'entreprise, quand il est en croissance, il aime d'avoir quelqu'un, en tout cas celui avec qui je collabore, avoir quelqu'un à côté de lui, devant elle, derrière. Donc, pour ne pas lâcher, vraiment être à côté. C'est-à-dire ce bras droit, mais ce mentor spirituel. Hein. Certains l'appellent le mentor spirituel de la vente ou d'autres l'ostéopathe de la vente. euh, pourquoi pourquoi l'ostéopathe de la vente? C'est que très souvent, on se dit, OK, au niveau du chiffre d'affaires, il y a un problème là. Et en fait, à y regarder de plus près ou avec un step back, on remarque qu'il est lié à une autre articulation, à un autre endroit. Et quand on délie là, il y a toute la chaîne musculaire, toute la chaîne de valeur qui se délie. Donc, il y a ça. Donc, c'est-à-dire que c'est accompagné dans la croissance. Mais il y a aussi des entreprises où les entrepreneurs, les dirigeantes sont face au mur, donc le dos au mur. Donc, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un besoin de changer la manière de penser et de voir les choses parce que ils peuvent perdre tout ce qu'ils ont construit jusqu'alors. En fait, je pars du principe qu'on peut toujours, et c'est pareil pour moi avec mes coachs, et les coachs, que ce soit en francophonie ou aux États-Unis, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite à notre apprentissage, à notre croissance, à l'évolution de notre âme, quelque part. C'est un peu comme des rituels qui permettent d'augmenter toujours plus notre vibration et celle de la Terre. Parce qu'on est dans un monde qui est très physique, donc, et c'est très bien. On va faire gaffe
comment on s'habille, comment on se coiffe, prendre sa douche le matin, etc. Donc, on fait ça sans se poser de questions, on le fait. Donc, on est sur l'aspect physique, sur la physicalité, mais l'esprit, l'intériorité, c'est pareil. Ça demande à en prendre soin également. Parce que si on n'en prend pas soin, ben, c'est comme la physicalité, c'est qu'à un moment donné, ça décline, ça périclite. C'est la même chose en fait. L'axe intérieur ou l'axe extérieur ont les mêmes approches. Donc, moi, j'ai la croyance que le fait qu'on peut toujours monter d'un niveau, peu importe le niveau où on est en fait aujourd'hui, on peut monter d'un niveau. Et donc, l'idée n'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, parce que pour moi, nous sommes tous égaux et donc incomparables. Par contre, on peut être meilleur que hier. Et donc, on va dire que le meilleur moment pour travailler ensemble, c'est quand on décide d'être meilleur que hier. Très, très juste. Maintenant qu'on en sait plus sur ton parcours et ton activité, est-ce que tu aurais Ouais. des conseils pour des étudiants en école de commerce, par exemple, puisque c'est ton parcours, c'est de là d'où tu viens? Ce qui est vraiment primordial, ça ne regarde que moi, c'est, on pourrait dire qu'il y a trois axes qui nous permettent de générer des résultats. Il y a qui est le résultat physique de ce qu'on va manifester. Il y a l'axe mental, et ça, on le voit très bien dans les grandes écoles, dans les universités, etc. L'axe mental est très, très usité, très utilisé. On en parle énormément, c'est-à-dire la stratégie, le comment, le cadre, la structure, etc. Ce sont des éléments qui sont hyper importants et qui ne sont pas plus importants que les deux autres axes. Et donc, pour moi, si je pouvais conseiller une chose à ces étudiants, c'est d'aller voir aussi dans ces deux autres axes qui sont la racine émotionnelle et la racine spirituelle. Donc, ces deux axes amènent aussi leur part sur le terrain qui génère des fruits en fait dans notre vie, que ce soit privée ou professionnelle d'ailleurs. Et très souvent, on s'évertue à se focaliser uniquement sur cette part mentale. Et l'idée, c'est d'aller voir justement dans la gestion des émotions, qui est vraiment un élément hyper important dans la vie après de l'étudiant, enfin de l'étudiant qui travaille, que ce soit dans le domaine du commercial, dans l'ingénierie, peu importe dans quel domaine, dans l'entrepreneuriat, peu importe dans quel domaine il va travailler, il va œuvrer. Mais cette gestion émotionnelle est pour moi une des clés, tout comme l'appui spirituel, dont on parle très peu pourtant, que ce soit dans les grandes écoles connues ou pas, peu importe. On en parle très peu de plus en plus, ce qui est pour moi génial. Et très souvent, cet axe spirituel, et je trouve ça dommage, c'est qu'on en parle quand il nous arrive une catastrophe, un malheur, une vérité qui nous éclate en pleine tronche, pour ne pas dire autre chose, quand se passe quelque chose de gravissime. Et donc là, l'être humain a une tendance, comme par intuition, j'ai envie de dire, comme par magie, à se tourner vers du développement spirituel, une demande d'aide spirituelle. Mais je pense que la vérité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre cette catastrophe, ce drame, pour se poser des questions à ce niveau-là et utiliser dès lors notre axe mental, notre axe émotionnel, notre axe spirituel pour générer les, euh, les fruits, les résultats qu'on a envie de voir éclore dans notre vie, que ce soit privée ou personnelle. Et d'ailleurs, pour clôturer, très souvent je vois ça avec les patrons que j'accompagne, c'est que on pense que le blocage vient d'un axe, mais en fait, il vient des autres axes. Et donc, si on se bute, si on bug sur un axe, bon, on ne va pas trouver, on va pas trouver le fuel pour continuer d'avancer dans la bonne direction. C'est Einstein qui disait, si on fait toujours un peu plus de la même chose et qu'on s'attend à des résultats différents, ben, c'est le principe de la folie. Hein, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de faire différent, de penser différent, pour agir différent et donc pour avoir des résultats différents. Mais faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents, je pense que des fois, ça peut prendre des années avant de bouger, voire toute une vie. Et donc, l'idée, c'est de voir ça en, euh, en prélude et d'agir au bon endroit, telle l'ostéopathie. Hein. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe-là, puisque enfin, de se diriger vers ces deux axes piliers, puisqu'on ne nous apprend pas ça.
très bon conseil. Et voilà, oui, et on ne le voit pas. Je pense que voilà, je suis assez confiant sur le système scolaire, universitaire et les autres pour de plus en plus intégrer ces notions que l'entreprise connaît. Et donc, si l'entreprise connaît cette ouverture, bah, il est logique que l'école soit même avant-gardiste par rapport à ces dimensions qui sont très, très utilisées, très usitées au plus haut niveau des hiérarchies, très souvent. Donc, voilà, l'idée, c'est de l'utiliser, de s'ouvrir à ça, en tout cas à tous les niveaux, dans toutes les strates, dans toutes les couches de l'entreprise. Et dernière question, est-ce que tu aurais d'autres conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça me fait penser à un livre, en fait. Donc, 95% des gens ont des regrets sur leur lit de mort en fin de vie. Ça avait été écrit par une infirmière, je pense, qui accompagnait les personnes âgées ou moins âgées. Et c'était quand même incroyable. C'est-à-dire que la majorité de gens arrivent en fin de vie et sont bourrés de regrets. Et on est quelques dizaines d'années sur Terre, en fait, hein, tout au plus. Et donc, c'est là où je pense que c'est vraiment important de vivre ce qu'on a envie de vivre sur cette terre, et que si on a envie de lancer un business, si on sent qu'on doit lancer un business, euh, bah, c'est clair que si on sent que ça vibre, bah, c'est de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est que très souvent, l'échec est mal vu, en fait. En tout cas, déjà, il est vu comme un échec. Et le monde de l'entreprise, bah, c'est des échecs, des réussites, et chaque échec nous permet de s'approcher d'une certaine réussite. Et on peut voir même des échecs comme des réussites à partir du moment où ça nous fait évoluer au niveau de l'âme, au niveau de la gestion de nos émotions, au niveau de différents paliers. Euh, donc, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs et que les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est qu'ils voient vraiment cette possibilité d'échec comme de l'amélioration continue, en fait, qui permettent de, de grandir. Et dans certaines cultures, l'échec est un plus, hein, et dans d'autres, par chez nous, j'ai envie de dire plus européennes, est encore des fois mal vu. Ça change aussi. Donc, d'où l'importance, tu vois, de la gestion émotionnelle qui permet de transformer en fait ces difficultés en fuel pour aller de l'avant. Ce qu'on remarque, c'est que très souvent, ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat disent tous la même chose, c'est plus jamais je retournerai dans le salariat. Tu vois, donc même si des fois c'est pas évident, etc., c'est une constance, hein, on va dire, qui est là. C'est que quand on a goûté à cette volonté d'entreprendre, d'être indépendant on retourne très rarement dans le salariat. Et je pense qu'il faut de toute manière de tout pour faire un monde. Euh, donc, euh, donc voilà ce que je voulais partager. Et j'ai une dernière question pour toi, hein. On a dit avant notre réunion, parce que vu que bah, tu termines tout doucement tes études, donc tu vas être sur le marché bientôt. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un CEO, à un chef d'entreprise, pour qu'il attire les talents de la nouvelle génération dont tu fais partie, pour qu'il attire ces talents et qu'en même temps euh, arrive à garder finalement ces talents qui grandissent dans l'entreprise? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, les talents de la nouvelle génération, on cherche en plus des missions intéressantes, on cherche du challenge et du dynamisme dans notre travail. Et donc pour moi, un CEO devrait travailler donc sur l'attractivité et le bien-être de l'entreprise pour ses talents ou ses futurs talents, peu importe, et pour qu'ils soient motivés et heureux au quotidien dans leur travail. Et donc, je pense que ça repose sur trois piliers essentiels. Donc, le premier, je pense que c'est la communication. C'est pour moi, c'est la clé, c'est le fondement de chaque relation. Donc, s'il y a communication, euh, le talent sera dans un état d'esprit différent et il pourra travailler dans un climat de confiance. Donc, climat de confiance qui englobe être à l'écoute et être transparent. Ensuite, je pense que la deuxième chose, ce serait que le chef d'entreprise connaisse son talent. Parce que si le talent se sent compris et qu'il se sent traité à sa juste valeur et qu'il n'est pas considéré comme juste un parmi tant d'autres, il sera bien dans son entreprise
et il n'aura pas besoin, il n'aura pas envie de la quitter pour une autre, où il se dira, ben voilà, là je vais aller dans une autre entreprise, toute la confiance et toute la relation qu'on a construite jusqu'à présent, je devrais entièrement enfin, ce sera entièrement à refaire. Et le troisième pilier, je dirais que c'est à la fois le dynamisme, donner du sens et des responsabilités. Donc, d'un côté, donner du sens à ce que le talent fait et ce qu'il fera dans le futur, parce que c'est de plus en plus au cœur de nos priorités. Être épanoui dans son travail, c'est super bien, mais si en plus on peut donner du sens et créer de la valeur à ce qu'on fait, alors c'est encore mieux et on n'aura pas envie de chercher ailleurs. Et ça va de pair avec la communication, la confiance, etc. C'est responsabiliser rapidement le talent, euh, parce que du coup, le talent se sentira considéré et il verra que l'entreprise a confiance en lui. Et du coup, je pense que tout ça, si c'est mis en place, ce sera autant bénéfique pour le talent que pour le chef d'entreprise. Et du coup, ce sera une relation, ce sera du gagnant-gagnant, quoi. Le talent ne voudra pas partir de son entreprise et voilà. Super, c'est bien noté en tout cas. Et ça rejoint pour terminer, pour un peu paraphraser ce que tu dis, c'est que on dit que la motivation en fait est un acte de vente. Et donc le fait de motiver ses collaborateurs à rester dans l'entreprise, c'est un acte de vente. Pourquoi? Parce que très souvent, on s'évertue à répondre à des besoins que les collaborateurs n'ont pas, alors que le but, c'est d'être justement à l'écoute des besoins, à l'écoute de ce qu'ils ressentent, et pas leur donner ce qu'on pense qui est important pour eux, mais ce qui est réellement important pour eux, qui peut dépendre de l'un à l'autre. Donc, tu as été un peu dans ce sens-là, donc que je rejoins complètement. Donc, merci pour l'échange, en tout cas. On arrive Merci à... beaucoup à toi, Michel, pour le temps que tu nous as accordé, pour tes explications et aussi pour tes précieux conseils. Yes, avec grand plaisir. Et bonne continuation et à très vite, en tout cas. Merci à toi aussi.